Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, il est 9h15, nous sommes le 24 février 2016, les marchés actions qui temporisent sous des niveaux de résistance dont nous avons largement parlé depuis le début de la semaine et sur lesquels je vais revenir ce matin, la livre sterling qui s'enfonce, le yen qui continue de se renforcer, le taux de change euro-dollar qui file en direction des 1,0970, un niveau technique important, le bas d'un canal, un bas de canal auquel je n'accorde pas une grande confiance. Alors on verra, il y aura peut-être une première réaction, mais l'euro-dollar est sous pression parce que le marché se projette sur la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Le marché n'a Dieu que pour le S&P 500, le prix du pétrole et les résultats des bancaires. Hier c'est JP Morgan qui déçoit, JP Morgan qui annonce son intention de provisionner 500 millions de dollars supplémentaires pour les créances douteuses pétrole et gaz. Alors on est toujours dans cette thématique du bilan des banques, de la problématique en capital des banques. Alors certaines souffrent des taux d'intérêt bas, d'autres souffrent des prêts qu'elles ont accordés au secteur pétrole et gaz. Les problématiques sont diverses et variées selon les pays, mais en tout cas les valeurs bancaires sont clairement sous pression. Hier, c'est le prix du pétrole qui a à nouveau agi sur le marché. En réalité, depuis le 11 février dernier, le rebond technique des marchés actions, et vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading, je vous invite à en prendre connaissance, c'est important. En réalité, depuis 2 semaines, le marché se concentrait sur tous ces accords entre les grands tenants de l'offre de pétrole, gel de la production, gel de la production. En l'état, ça permettait simplement au pétrole de se stabiliser, pas de franchir de résistance. Et on réalise en fait que les intérêts domestiques priment. Chaque pays a une démarche égoïste. Encore hier, les déclarations du ministre de l'Iranien de l'énergie qui explique que c'est pas sérieux d'envisager un gel collectif de la production. Alors, si ces pays ne peuvent pas envisager un gel collectif de la production, c'est impossible d'envisager des quotas de production avec une baisse générale de l'offre. En l'état, du côté de l'offre, il y a a priori rien à attendre pour agir sur un rebond du prix du pétrole. Et donc au final, pas de gel de la production, donc inenvisageable d'avoir des quotas de production avec une baisse. L'offre qui est probablement le facteur qui explique la baisse du prix du pétrole depuis 1 an et demi ne viendra pas soutenir les prix du pétrole, ce qui maintient donc globalement les marchés actions sous pression. Alors moi je reviens sur ce fameux indice S&P 500 dont je vous parlais hier. En l'état on a presque un avalement baissier hier en D1. On l'a énormément suivi, on va parler des paires en yens bien sûr. Bien sûr que là vous assistez au Good Morning Euro-Dollar, mais je dois vraiment revenir sur cet indice S&P 500 dont je parle depuis plusieurs séances, expliquant qu'il testait les fameux 1947 points, ligne de coup d'un double bottom en devenir, sauf que voilà, pas de franchissement. Alors hier j'ai suggéré que les marchés étaient sous pression du fait en Europe de divergences baissières cachées, et je confirme que sur l'Eurostoxx 50, il y a un vrai risque d'activation de ces divergences baissières cachées. Et d'autre part, aux États-Unis, peut-être un avalement baissier sous la ligne de coup. Autant vous dire, chers auditeurs, que sous 1910 points, c'est back à 1800 points sur l'indice S&P 500. Et le DAX, je vais assurer le suivi à l'aide de ces bougies 15 minutes. Alors rappelez-vous, hier à l'ouverture, j'avais assuré le rendez-vous des scalpers. Je vous avais proposé une vente pour viser 94,50. Ça a pris son temps, c'est fait, c'est brisé. Le marché continue de se replier. On va chercher cette ligne de tendance. Et celle-ci, chers auditeurs, si elle est brisée, eh bien, c'est la ligne de tendance du rebond technique qui a commencé le 11 février. Si elle est brisée, c'est terminé. Et au final, lorsque je vois ça, divergence baissière cachée propre, potentiellement une couverture en nuage noir ici, donc c'est deux chandeliers japonais. Sur l'Eurostoxx 50, sous les 2840 points, c'est terminé pour le rebond technique et le marché aura donc piégé les acheteurs en faisant croire qu'ils quittaient par le haut ce canal baissier. Alors nous ne sommes pas encore dans ce scénario de piège haussier, il ne faut pas exagérer. Sur le S&P 500, je vais être factuel, 1910, 1946, tout est ouvert. C'est la zone de neutralité totale. Sous 1910, c'est terminé. Et on retourne au contact des 1810 points.
est toujours au-dessus des 1947 points, on activerait un puissant double bottom permettant d'envisager 2000-2080. Alors, bon, on va pas mentir, le marché n'a pas donné en swing, donc pour les prochaines semaines, le signal baissier. Par contre, à court terme, cela reste négatif. Je vais revenir dessus. Ce marché action international, il a reculé hier en Europe, aux États-Unis, essentiellement suite à la nouvelle pression baissière sur le prix du pétrole. Imaginez bien qu'un groupe de pays qui ne peut pas décider de geler son niveau général de l'offre ne peut même pas penser à baisser. Là, l'idée, c'est que si on veut même pas arrêter l'offre au niveau actuel, alors comment envisager de baisser le niveau de l'offre? Donc c'est clairement quelque chose qui ne permettra pas au prix du pétrole de remonter. Il y a actuellement sur les marchés actions, il y a un trio. Les bancaires, les valeurs matières premières, les industriels. Elles sont sous pression. Et elles le restent sous pression. Alors, le marché se donne un peu d'air actuellement. Il y a eu une baisse depuis 5 séances de la volatilité réalisée parce que les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne. Du côté de la Réserve fédérale, ça reste un thème d'inquiétude parce que les chiffres macroéconomiques, bon, hier ils n'étaient pas exceptionnels aux États-Unis, mais concrètement, le fait que la Fed puisse mettre des œillères et ignorer le contexte mondial fait toujours peur au marché action. Le SP500 est donc dans cette structure. Je n'aime pas la séance d'hier. Potentiellement, c'est un avalement baissier. Autant vous dire que si le marché brise ce soir les 1910 points, on retourne tout en bas. Alors, je sais que parmi vous, certains ont vendu la ligne de coup du double bottom, ce qui était en l'état une superbe stratégie technique. Pour quelle raison? Parce que vendre précisément les 1946 points, le stop c'était 1950, 1951, c'est un niveau tellement important que de toute façon, si le marché tente de s'en affranchir, c'est fini. Donc là, je m'adresse peut-être à ceux qui ont hier, sous les résistances des stratégies de trading vendeuses. Il ne faut pas crier victoire parce que les supports ne sont pas brisés. En l'état, gérez bien votre position. Ne croyez pas que vous avez devant vous une belle tendance baissière. Par contre, vous pourrez vous autoriser à penser comme ça si le SP500 brise les 1910 points. Allez, on va se prendre de la marge. 1901, le plus bas de la séance du 19 février. Et on peut faire un parallèle avec le benchmark de la zone euro, l'Eurostoxx 50, pour lequel je m'inquiète de plus en plus de la situation technique, du fait d'un piège du 22 février. Vous savez que lorsque le marché piège à l'achat, derrière on a un violent contre-pied, alors on n'est pas encore dans cette situation-là, et du fait surtout de divergences baissières cachées qui sont puissantes dans le sens de la tendance lorsqu'elles sont actives. Et elles le seraient sur l'Eurostoxx 50 en cas de cassure des 2840. Pour résumer, sur le S&P 500, sous 1910 points, c'est terminé. Et sur l'Eurostoxx 50, sous 2840, c'est terminé. Et en même temps, ces niveaux-là, 1910 SP500 et 2840 Eurostoxx 50, sont probablement des niveaux de support que les tenants du rebond technique en place depuis le 11 février vont utiliser comme ultime point d'achat. Tout ça pour dire que de part et d'autre de ces niveaux de prix seront positionnés des ordres stop qui créeront de la vol si le marché fait un choix. Et le marché fera bientôt un choix technique. Alors ce choix technique, je l'attends depuis 5 séances. Tous les jours, je vous parle du SP500, de son chandelier journalier. Je n'ai Dieu, et je pense que les gérants, les traders n'ont Dieu que pour le S&P 500, pour toutes les raisons techniques que je viens de détailler. Le marché US, il se cherche depuis 5 séances, il n'a pas encore fait son choix technique, mais j'ai le sentiment qu'il le fera aujourd'hui. Allez, après je vous ai dit qu'il le ferait lundi ou qu'il le ferait hier, il le fera bientôt. Donc, il faut être factuel et on va s'en tenir à ces bornes. 1900-1946, ça reste neutre. D'accord? En tout cas pour le moyen terme. Allez, on passe à l'intraday rapidement sur le DAX, même si ce n'est pas le sujet de cette émission, je voulais quand même en parler et j'assure ensuite le suivi habituel des paires majeures. Le DAX, donc, attention, le DAX qui donnait un signal de vente le 23 février, hier, en échouant et en réintégrant ses plus hauts du 18 février,
revenant à 94,50, brisant cette ligne de tendance haussière, donnant donc un nouveau signal de vente, permettant de viser un nouveau niveau à 93,18. Je pense que le DAX peut aller chercher 93,18. C'est l'ultime rempart. C'est l'équivalent des 2840 sur l'Eurostoxx 50. C'est l'équivalent des 1910 sur le SP500. Les 93,18. Donc je pense que ce matin on peut viser ça, 93,18. En dessous, le rebond technique sera révolu parce que la ligne de tendance du rebond technique, alors qu'est-ce que c'est la ligne de tendance du rebond technique? C'est celle qui attrape les deux creux de marché les plus saillants du 11 février dernier. Le 11 février dernier, c'était la double audition de Madame Yellen. Donc c'est une ligne de tendance décisive, elle cède, et bien c'est terminé. Alors c'est pas la fin du monde, hein. Je dis le rebond technique est terminé, bien sûr, qu'on s'entende bien. Voilà pour les indices, on bascule sur le FX. Alors, vous connaissez donc bien sûr la stratégie de vente de moyen terme de 2016, la meilleure, la superbe stratégie vendeuse de 2016, à la fois pour des raisons fondamentales et techniques qui sont limpides. Le GBP Yen. 156, la cible que j'avais pour la semaine, faite en session asiatique. Quelle rapidité, mais en même temps logique. Dans le GBP Yen, la devise principale, le GBP, a une bonne probabilité de rester sous pression jusqu'au référendum de juin prochain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les chiffres du PIB britannique qui sont attendus sur un niveau au plus bas, il me semble, depuis 2 ans. La nouvelle politique monétaire de la Banque centrale d'Angleterre, l'éloignement de la cible d'inflation à 2%, l'abandon, en tout cas l'unanimité au sein du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, 9 sur 9. Hier, M. Carnet a été interrogé. Imaginez-vous une chose, en 2014, M. Carnet se projetait sur un relèvement des taux. Et hier, M. Carnet dit, non, on n'ira pas jusqu'à prendre des taux négatifs. Mais imaginez, la réflexion, c'est, non, on n'ira pas jusqu'à prendre des taux négatifs. Mais alors, si on a cette réflexion, on ne pense même pas au scénario opposé. Donc, il y a tout. Il y a les fondamentaux classiques, pour faire baisser la livre sterling. Il y a l'aspect technique qui est que la livre s'est renforcée en 2014-2015 et qu'elle corrige ce renforcement qui ne s'appuie plus sur les fondamentaux sur lesquels le marché se projetait. Et vous ajoutez à cela la dimension politique, donc l'incertitude totale, facteur exogène pour les marchés boursiers. Tout ce qui est politique, le marché boursier n'aime pas. Dès qu'il y a une incertitude politique, on rappelle de la Turquie à l'époque, ou encore du référendum en Écosse, dès qu'il y a une incertitude politique, la devise, elle est vendue. Rappelez-vous, à l'époque, le rouble. À tout moment, on pensait que le gouvernement russe pouvait décider de la valeur ou établir un prix pour la valeur du rouble. Le marché n'aime pas ça, il vend. Parce que dès que la politique se mêle au marché action, potentiellement ça peut interrompre le fonctionnement normal de la formation des prix. Donc tout est là pour que le sterling soit sous pression, et je commence donc ce Good Morning Euro Dollar par l'étude des paires en GBP. Je commence par l'euro GBP. Alors l'euro GBP qui reste dans un canal haussier, qui a rebondi sur 0,77, qui avait ouvert un beau gap haussier le 22 février et qui revient tester les 0,79 GBP. Peut-on envisager une cassure des 0,79 GBP? J'ai envie de dire, tout est envisageable dans le sens où c'est une belle tendance haussière depuis le 1er février. Je resterai quand même prudent, autant je m'intéressais aux 0,77 en tant que support, autant là on est sous résistance. Alors en cours de clôture par contre, on a donné un signal d'achat en dépassant les 0,7820. Je vous remontre comment on bascule en cours de clôture sur la plateforme. Vous allez ici et vous faites ligne. Donc en cours de clôture, oui, c'est signal d'achat avec un nouveau support à 0,7820. Au final, je vais donc considérer que les 0,7820 sont un nouveau support. Alors, hop, je le mets. Ouais, sur mes graphiques, moi j'ai 2 niveaux, hein. J'ai 2-3 niveaux, pas la peine, j'en mets pas plus. Donc au-dessus de 0,7820, est-ce qu'on peut envisager une cassure des 0,79? C'est possible. Elle n'est pas acquise parce que je me méfie beaucoup de l'euro. Me méfie de l'euro, de ses spéculations sur le renforcement du programme de quantitative easing. Donc moi l'euro c'est simple, jusqu'au 10 mars prochain, c'est pas que je vais l'ignorer, mais il peut être sous pression.
Mais le GBP l'étend davantage, pourquoi pas envisager à terme une cassure des 0,79 pour aller chercher ce fameux 0,80. Après, c'est une stratégie possible. Je préfère les supports. D'autre part, si vous souhaitez vendre le GBP, il y a 1000 fois mieux que l'euro GBP. Le GBP Yen, donc, eh bien écoutez, 156, c'était la cible que je vous ai proposée pour la semaine. Elle est faite, on a même fait 155,90. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Eh ben, on va aller sur un graphique weekly et on va aller chercher les prochains niveaux horizontaux. Euh, donc ça, c'est le niveau important qu'on vient d'atteindre. Alors ici, il y avait un pivot, c'était 153,60. Mais la prochaine zone, donc 153,50, 60, 150 et 147. Et ce qui est assez effrayant, je dirais, sur les chandeliers japonais hebdomadaires du GBP Yen, c'est que ce marché est en train, alors c'est pas fini la semaine, de faire un énorme marabout là, de briser les 160, mais le momentum, lui, confirme l'action des prix. C'est ça qui est très effrayant, c'est qu'on peut largement s'enfoncer encore sur ce marché. Et donc 153, 150, 147, autant de cibles qui, je pense, seront atteintes avant le printemps prochain. Le GBP USD, permettez-moi, alors parfois je me trompe, notamment sur l'euro-dollar avec les indices 80, parfois non. Objectif atteint sur le GBP USD. Alors, je vous ai proposé hier d'étudier en données intraday une petite figure de compression dont le cours est sorti par le bas à l'ouverture de la session américaine, donnant un signal de vente, permettant de viser 1,40. Les 1,40 sont atteints, mais hier, avec vous, j'ai étudié des graphiques de moyen long terme, et j'ai en réalité identifié que le niveau véritablement technique plus qu'un chiffre rond, c'est le niveau des 1,38 qui remonte à l'année 2009. Je vise donc 1,38 $ sur le GBP USD, et je pense désormais que vous pouvez exploiter les 1,40, 1,40,50 en tant que résistance pour gérer son risque dans le cadre d'une stratégie de trading à la vente. Objectif prochain, donc 1,38 $ sur le GBP USD. Alors l'euro dollar, j'évacue tout de suite le sujet, j'en ai énormément parlé. On est sur une conjonction de soutien technique, c'est un fait. Un bas de canal, un niveau horizontal, une ancienne oblique de tendance baissière et un niveau 1,0970. Moi j'ai une conviction qui était que le marché allait chercher un 0,970. On va faire un 0,990. On commence un peu à se stabiliser. Je ne sais pas combien de temps on va rester au-dessus de cette zone. Le souci que je rencontre avec l'euro-dollar, c'est qu'on avait un canal haussier. C'est que je vous ai proposé la semaine dernière d'utiliser les indices 80 en mettant un stop sous indice 50 et que je me suis fait invalider. Donc forcément, pour moi, réinsister sur le bas de canal, c'est comme si je moyennais à la baisse. Parce que je me suis trompé en première intention. Mais pour ceux qui ont ignoré les indices 80 et qui ont toujours attendu le bas de canal, vous avez un niveau technique. Pour gérer le risque, vous prenez le chandelier journalier de cassure du 3 février et le stop financier est à positionner sous le point bas du chandelier de cassure. Quant à moi, je mets en avant le support, le bas de canal, tous ces éléments-là, mais je n'insiste pas sur l'euro dollar. Alors après, on peut tenir la zone. On va dire que pour le principe du premier test, on pourra avoir une réaction positive, mais je ne sais pas, quelque chose me dérange. Bon, c'est quelque chose qui me dérange, bien sûr, c'est la BCE. Alors le 10 mars, ça peut paraître loin, mais vous savez, il n'y a que 29 jours en février, donc le 10 mars, c'est dans 2 semaines. Alors, cette semaine, le marché ne pense pas encore BCE. Il pense publication macroéconomique aux États-Unis, il pense prix du pétrole, il pense encore résultats microéconomiques, donc notamment les valeurs bancaires. Mais la semaine prochaine, le marché il va penser BCE, 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 BCE. Puis toutes les banques vont être interrogées. Quel est votre scénario? Certaines vont dire je pense que le quantitative easing va être renforcé de 20 milliards par mois, d'autres 10, d'autres 5. Et puis d'autres vont dire le quantitative easing ne sera pas renforcé parce que les dissensions sont fortes au sein du comité de politique monétaire de la BCE. Le marché va donc observer les prises de parole des membres de ce comité de politique monétaire et va fonder ses anticipations. Alors, est-ce que l'euro-dollar peut rester attentiste jusqu'au 10 mars? C'est une possibilité. C'est une possibilité que l'euro-dollar ça reste dans une volatilité faible jusqu'au 10 mars. Après, on verra.
Alors, la UD-USD, écoutez, je suis déçu par la UD-USD. Alors déjà, hier, je pensais qu'on cassait à la hausse 0,72 et j'ai dit qu'il fallait gérer son risque sous 0,7180. On a fait 0,7170, donc invalidation. Voilà, donc je suis invalidé sur cette vue de marché. Au final, le marché reste couvert par cette oblique. C'est faible, mais ça reste quand même haussier. Si l'on prend la dynamique de l'AUD-USD en place depuis le rebond sur 0,68,20 $, donc voici, je place ici cette ligne de tendance, on peut même y tracer un canal, j'ai probablement mal étudié le rythme de marché. C'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de vertical, alors qu'en fait, dans sa remontée depuis le 19 janvier, c'est tout sauf vertical. C'est-à-dire que c'est hyper volatile, c'est erratique, c'est haché. À la base, je parlais de chaos. Donc, on a un chandelier d'accélération du 22 février. Le point bas, c'est là. J'en ai plus. Non. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Écoutez, au-dessus de 0,7130, on peut encore y croire, mais c'est faible. Alors après, il est certain qu'en données hebdomadaires, on a toujours une remontée du cours, mais au final, regardez, les chandeliers weekly à chaque fois se font avec des mèches hautes, mais ça monte quand même. Mais voilà, on attaque cette ligne de tendance, on est quand même soutenu par le canal. Je suis gêné. Alors il y a eu des chiffres australiens la nuit dernière. Euh, Là ça remonte. En tout cas les 0,7180 pour gérer le risque ont été brisés. Donc ma stratégie d'accélération, elle ne s'est pas déroulée. Mais pour autant, je pense, j'ai toujours ce sentiment qu'on peut continuer de monter. L'USD-CAD, il est où? Alors l'USD-CAD ne fait toujours pas de choix, mais le pétrole clairement sous pression maintient l'USD-CAD au-dessus des 1,3640. Vous savez quoi? Au-dessus des 1,3640, je vais faire confiance à la tendance. Regardez en weekly, on est revenu sur la neutralité, ligne de tendance haussière. Je vais commencer à prendre un biais positif au-dessus des 1,3640, non pas du fait de l'USD, et probablement d'un retour au réalisme, à savoir l'incapacité des grands tenants de l'offre de s'entendre. Et donc au final, ça pourrait relancer l'USD-CAD. Mais bon, là on est toujours dans un range. Donc vous avez un petit triangle D1, il faut en attendre la sortie. Par contre, je pense qu'on peut utiliser les 1,3640 comme support. Voilà. Alors, quid du carry trade? Bah écoutez, c'est toujours possible sur l'euro dollar. On le voit. On le voit. Euh, L'euro dollar reste en range, entre 1,05 et 1,10. Alors pour l'instant, l'euro dollar n'est pas une stratégie de carry trade parce que le rollover à la vente, ça représente rien comparé à certains rollovers à la vente sur certaines paires de devises. Il n'y a pas d'écart de taux suffisant, mais on constate quand même l'incapacité de l'euro dollar à quitter son range 1,05 1,15. Euh, Quid du carry trade? Il faudrait encore que la Fed monte 2 ou 3 fois ses taux et que la BCE lance un QE2. Et alors là, en effet, ce marché aurait de grandes difficultés et pourrait rejoindre cette fameuse parité. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Ah oui, le NZD USD. Je l'oubliais. Alors allez-y, posez-moi des questions, n'hésitez pas. Vous êtes très très attentifs, mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc le NZD USD, là pour le coup, c'est le chaos chartiste. Couvert par une ligne de tendance baissière en place depuis très longtemps. Alors regardez, en weekly, on ne la passe pas, quoi. Et en même temps, soutenu par un trend favorable au-dessus des 0,65, 0,66, je ne sais pas ce que nous prépare le NZD USD. Mais il va être difficile de le vendre au-dessus des 0,65, mais difficile de l'acheter avec cette ligne de tendance baissière. C'est un range indescriptible qui ne me permet pas là d'envisager la suite. Donc je suis neutre.
Et l'USD Yen, eh bien ça reste baissier. Je suis bluffé. Alors, je suis un des tenants de l'analyse technique, hein. Mais ça m'arrive parfois, même si j'accorde toute ma confiance à l'analyse technique, de douter d'un niveau. Et ben écoutez, regardez l'USD Yen. Le 22 février, première résistance au pipe près, vendu. Hier, on forme une nouvelle résistance à 112,40 et vendu depuis hier. Alors, c'est pas énorme, mais au final, l'USD Yen, je pense qu'il va tranquillement se diriger vers ses plus bas à 111. Et derrière, si on les brise, les 111, bon bah, on ira chercher. À moyen terme, je vise 110 et 106. Donc, ça continue de baisser. D'ailleurs, vous avez probablement la possibilité, en poussant le chartisme, de tracer les canaux. Faut pas hésiter. Voilà, hein, ce type de dynamique, c'est propre. Donc ça reste baissier et on a donc une première résistance qui se trouve à 112,40. Donc Pip Hunter, pour répondre à votre question, oui, toujours baissier sur l'USD Yen. Toujours baissier sur l'USD Yen, toujours baissier sur le GBP USD, sur le GBP Yen. GBP USD, je vise 1,38. Et on a une nouvelle résistance à 1,40, 1,40, 50. Ben merci d'avoir participé, d'avoir été attentif, d'avoir posé des questions. Il est 9h40, je vous laisse. Prochaine émission à 10h30, les fameuses matières premières. Alors aujourd'hui, le pétrole et le S&P 500. Voilà, si je devais faire deux choix, je regarde le SP 500 et le pétrole. Et le pétrole, aujourd'hui, il y a l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis. Et depuis 2009, le renforcement du stock de pétrole, du stock global de pétrole aux États-Unis, alimente la baisse du prix du pétrole. Parce que plus le stock est conséquent, plus ça limite les perspectives de la consommation. Sachant que le problème du pétrole, c'est surtout la dynamique de l'offre et son écart par rapport à la consommation. Alors si les États-Unis en plus continuent de renforcer leur stock, tout sera fait pour maintenir la pression baissière sur le prix de l'or noir. Et n'oubliez pas toutes les conséquences que cela a pour le marché, bien au-delà du secteur pétrolier et parapétrolier. Le secteur financier est concerné, c'est ce que vous rappelle hier donc la banque d'affaires américaine JP Morgan qui provisionne des millions de dollars supplémentaires parce qu'elle est incertaine sur le recouvrement de ses créances pétrole et gaz. Alors c'est-à-dire que pas certaine de récupérer le capital. Et pour les banques, bah, c'est hyper compliqué. C'est une perte sèche. A tout à l'heure, donc 11h pour le morning meeting.